Bienvenue. Aujourd'hui, on va s'équiper d'une toute nouvelle perspective, celle d'un psychologue. Le but, mieux se comprendre bien sûr, mais aussi décrypter le monde qui nous entoure. Alors on peut se poser la question, et c'est une question fondamentale. Pourquoi s'intéresser à la psycho? Au fond, pourquoi est-ce que c'est si important d'explorer ce domaine? Eh bien, la réponse est en fait assez simple et elle tient en 2 points. D'abord, c'est pour mieux naviguer dans notre propre monde intérieur, vous savez, nos pensées, nos émotions. Et ensuite, c'est pour saisir ce qui motive les gens autour de nous, leurs motivations souvent cachées. C'est vraiment la clé pour comprendre ce qui nous fait agir, nous les humains. Allez, on plonge dans le vif du sujet. On va construire ensemble notre boîte à outils. D'abord, on va regarder les grands schémas de personnalité. Ensuite, on apprendra à décoder tous ces signaux non dits, le langage du corps. Et pour finir, on ira creuser pour trouver les motivations vraiment profondes qui nous animent. C'est parti pour la première partie, les schémas de personnalité de base. On va jeter un œil au cadre qui nous aide à comprendre qui on est. On commence avec un grand classique, un modèle très ancien mais qui parle encore aujourd'hui, les 4 tempéraments. On a le colérique, super ambitieux, le mélancolique, le perfectionniste, le sanguin, très sociable, et puis le flegmatique, calme et stable. C'est un modèle fascinant par sa simplicité, c'est vrai, mais la psychologie moderne a depuis développé des outils bien plus fins, bien plus nuancés. Alors passons maintenant au modèle qui est la référence en psychologie aujourd'hui, les 5 grands traits de personnalité, qu'on appelle aussi le modèle Ocean. Ce qui est dingue, c'est que ces 5 dimensions, on les retrouve partout, dans toutes les études, à travers toutes les cultures et toutes les langues. Le premier, c'est l'ouverture à l'expérience. Si on a un score élevé, ça veut dire qu'on est curieux, imaginatif. Un score bas, on est plutôt du genre pratique, on aime bien nos habitudes. Le deuxième grand trait, c'est la conscienciosité. En gros, c'est notre sens du devoir, notre capacité à planifier. Quelqu'un de très consciencieux, c'est la personne super organisée, qui ne lâche pas ses objectifs. À l'inverse, quelqu'un qui l'est moins sera plus dans la spontanéité, peut-être un peu plus impulsif. Ensuite, on a l'extraversion. Ça, c'est facile à comprendre. Ça détermine d'où on tire notre énergie. Les extravertis, ils se rechargent au contact des autres. Ils ont besoin de voir du monde. Les introvertis, eux, c'est tout le contraire. Ils rechargent leur batterie dans le calme, la solitude. Et bien sûr, la plupart d'entre nous, on est quelque part au milieu de tout ça. Quatrième point, l'agréabilité. Ça mesure notre façon d'interagir avec les autres. Un niveau élevé, c'est quelqu'un de coopératif, d'empathique. Un niveau plus bas, ça peut se traduire par un esprit plus compétitif, peut-être un peu plus détaché des émotions des autres. Et pour finir ce top 5, on a le névrosisme. Bon, le nom fait un peu peur, mais en fait, ça mesure tout simplement notre stabilité émotionnelle. Un score élevé, c'est une tendance à ressentir plus facilement de l'anxiété, du stress. Un score faible, au contraire, c'est synonyme de calme, de résilience face aux difficultés. Ok, donc là, on a des cadres pour comprendre la personnalité, c'est très un peu stable. Mais comment tout ça s'exprime au quotidien, dans l'instant? C'est là qu'on passe à la deuxième partie, le décodage des signaux cachés, tout ce qui est émotion et langage corporel. Alors, il y a un psychologue très connu, Paul Ekman, et sa théorie est fascinante. Il dit qu'il existe 6 émotions humaines fondamentales, universelles, c'est-à-dire qu'on peut les reconnaître sur n'importe quel visage, que ce soit ici ou à l'autre bout du monde. Et ces 6 émotions, les voici. La joie, la tristesse, le dégoût, la colère, la peur et la surprise. Chacune a sa signature sur le visage, des indices bien précis, les joues qui remontent pour la joie, les sourcils qui se froncent pour la colère. C'est comme un livre ouvert, à condition de savoir où regarder. Mais attention, pour lire le langage corporel, il y a quelques règles d'or. La plus importante, c'est sans doute le contexte. Des bras croisés, ça ne veut pas dire la même chose s'il fait froid ou si on est en plein désaccord. Il faut aussi observer la personne pour établir sa base de référence, son comportement normal. C'est en regardant les changements par rapport à cette norme, et surtout en cherchant un ensemble d'indices, pas un seul geste isolé, qu'on peut vraiment commencer à décoder quelque chose. Bon, on a vu la personnalité, les signaux, mais pour vraiment comprendre quelqu'un, il faut aller encore plus loin. Il faut chercher le pourquoi. Pourquoi les gens font ce qu'ils font? Et là, on entre dans le domaine des motivations profondes. Première question puissante, et elle est redoutable. Pour quelle récompense seriez-vous prêt à tout et quelle punition feriez-vous n'importe quoi pour éviter? C'est puissant parce que ça va droit au but. Ça cible nos 2 grands moteurs, la recherche du plaisir et l'évitement de la douleur. La réponse, elle, révèle ce qui nous met en mouvement. Une autre question, très révélatrice, pourquoi est-ce que vous dépenseriez sans compter? Ça permet de voir ce qu'une personne valorise vraiment. Une fois qu'on a couvert les besoins de base, là où on met notre argent en plus, s'en dit long sur nos vraies priorités. Ici, on touche à quelque chose de très personnel. Quelle est votre plus grande réussite et votre plus grand échec?
Ça nous parle des sources de fierté et de honte. Ça montre non seulement ce qu'une personne valorise, mais aussi comment elle se raconte sa propre histoire, comment elle construit son récit de vie. Question suivante, qu'est-ce que vous faites sans effort et qu'est-ce qui vous épuise? La réponse à ça, c'est une mine d'or. Ça permet d'identifier les passions naturelles. Ce qui nous donne de l'énergie, ce qu'on fait presque sans y penser, ça révèle nos motivations intrinsèques, celles qui viennent vraiment du fond de nous, pas pour une récompense extérieure. Là, on a une approche un peu plus originale. Si vous deviez créer un personnage de jeu, un avatar, quel trait vous mettriez en avant? En se projetant comme ça sur un personnage, on révèle en fait notre moi idéal, c'est-à-dire la version de nous-mêmes qu'on admire le plus et qu'on aimerait devenir. Et pour finir, une question qui ouvre sur le monde. Si vous aviez des millions, à quelle association caritative feriez-vous un don? Le choix en dit long sur la façon dont on voit sa place dans la société. Ça révèle les causes qui nous tiennent à cœur, au-delà de notre petit intérêt personnel, et notre vision d'un monde meilleur. Et bien sûr, impossible de parler de motivation sans évoquer la fameuse pyramide de Maslow. C'est un outil super utile. L'idée, c'est que nos besoins sont hiérarchisés. On doit d'abord satisfaire les besoins à la base de la pyramide, la nourriture, la sécurité, avant de pouvoir s'occuper des besoins plus élevés, comme l'amour, l'estime de soi et, tout en haut, l'accomplissement de soi. Et voilà, on vient d'ajouter une sacrée série d'outils à notre boîte à outils mentale. On a maintenant des cadres pour comprendre la personnalité, des guides pour décrypter les émotions et le langage corporel, et des clés pour percer à jour les motivations profondes. Alors la vraie question maintenant, c'est comment est-ce que ces outils vont changer notre façon de voir le monde, d'interagir avec les autres? C'est à partir de là que la véritable exploration commence en fait.